Chères toutes, chers tous, avant tout, je voudrais vous remercier pour l'attribution de ce prix, Bernard-Marie Coltès. Je suis très touchée que des lycéennes et des lycéens aient été sensibles à mon travail. Je suis assez intimidée à l'idée de vous faire un discours, et encore plus à l'idée de vous faire ce discours en regardant alternativement ma webcam et ce texte que j'ai écrit. Un discours, c'est solennel, c'est Luther King, c'est Simone Veil, c'est ces gens-là, les discours. Certains savent faire des discours, moi je n'en suis pas si sûre. Mais c'est peut-être ma chance au fond, parce que si je savais écrire des discours, je saurais peut-être moins bien écrire des histoires, je crois. Une fiction, c'est le contraire d'un discours. Sinon, autant faire des tracts, ça prend moins de temps et ça va droit au but. Alors je me suis dit qu'en lieu et place d'un discours, j'allais plutôt vous raconter une histoire. Celle qui explique comment et pourquoi j'ai écrit ce texte. Pig-Boy, 1986-2358. Il était une fois donc en 2016. Ce printemps-là, je suis chez moi. Je navigue sur le web. Ce jour-là, je rencontre un chiffre terrible, écrit en gros sur l'écran de mon ordinateur. En France, un agriculteur se suicide tous les 2 jours. C'est un chiffre insupportable qui me glace le sang. D'autant plus insupportable que ce chiffre ignore toutes celles et ceux qui ne vont pas forcément beaucoup mieux, même s'ils sont vivants. Toutes ces agricultrices et ces agriculteurs au bord de l'implosion, ces vieilles et ces vieux, n'ayant pour toute croisière sur le Nil qu'une retraite maigrichonne et des soucis de santé à foison. Ce chiffre de 2016, un agriculteur en France se suicide tous les 2 jours, convoque alors tout de suite en moi des images d'enfance, celles de la ferme de mes grands-parents, cette ferme que ma mère, mon oncle et ma tante n'ont pas reprise, parce que leurs parents leur avaient toujours dit qu'être agriculteur, ça n'était pas un métier recommandable, que c'était un métier trop dur. Mes grands-parents ne voulaient pas ça pour leurs enfants, qu'ils mènent une vie comme la leur. Il y a 1000 façons de s'indigner contre un chiffre. La mienne d'indignation en 2016 prend alors la forme d'une première histoire, celle d'un éleveur français en proie à la crise agricole. C'est difficile d'écrire sur un fait d'actualité. Ça fait très peur. Il faut accepter qu'on ne sait pas et se mettre sérieusement au travail. Absorber, semer, biner, éclaircir, arroser, pour être en mesure, peut-être plus tard, d'en restituer non pas la vérité, mais une vérité. Celle de cette histoire-là, avec ce personnage-là, à cette époque-là, dans ce territoire-là. Écrire aujourd'hui, pour aujourd'hui, avec aujourd'hui, vers aujourd'hui. Avec le souci d'une certaine exactitude, celle de cette fable en cours, qui n'est cependant ni un documentaire, ni un article, ni un discours, mais une fiction à laquelle il faut donner un squelette, des organes, des fluides, des cicatrices, des parures. J'ai donc écrit au printemps 2016 un texte court qui est devenu la première partie de Pig-Boy 1986-2358. Mais ma colère ne retombait toujours pas. L'écriture de ce texte ne suffisait pas à éponger la peine que je ressentais. Alors, une indignation en entraînant une autre, je me suis intéressée aux bêtes de l'agriculteur que j'avais imaginé dans cette première partie. J'ai alors découvert une discipline dont j'ignorais alors à peu près tout, l'éthologie. J'ai reconsidéré les bêtes que nous mettions dans nos assiettes. Je me suis subitement intéressée aux autres vivants, ces animaux que l'on appelle non humains, et auxquels je n'avais prêté jusqu'alors qu'une attention très modeste, malgré les innombrables animaux, aussi bien domestiques qu'imaginaires,
qui ont peuplé mon enfance. Au détour de mes recherches, j'ai appris qu'au Moyen Âge, il y avait eu des procès d'animaux en France, dont celui d'une truie, la truie falaise, en 1386. J'ai appris qu'il avait donc été un temps, sur notre terre, où les êtres humains et les êtres non humains passaient devant la même justice, certes celle des hommes, mais à égalité de droits et de devoirs. J'ai découvert l'animisme, j'ai découvert d'autres façons de penser le vivant, les vivants. Alors tout s'est emballé dans ma tête, et un flot de questions a surgi et qui ne s'est plus jamais tari depuis. Qu'est-ce qui me distingue d'un cochon ? Qu'est-ce qui me rapproche de lui ? Qu'est-ce qu'être vivant ? Quelle relation voulons-nous tisser avec les vivants humains et avec les vivants non humains ? À quoi ressembleront les vivants de demain ? Deviendrons-nous des mutants ? Deviendrons-nous des êtres désincarnés, hors corps, hors sol ? Ou bien des machines organiques, des hybrides à cœur de cloud ? Et les arbres, tiens, les arbres, décimés par l'industrie et le réchauffement climatique, que deviendront-ils dans 100 ans ? Auront-ils muté, eux aussi ? Et comment ? Je me suis demandé, et je me demande toujours depuis, que veut dire être vivant dans un monde en pleine dévitalisation ? Lorsqu'après un an de travail, j'ai terminé l'écriture de Pig-Boy au printemps 2017, j'ai été sidérée d'apprendre que ce que j'avais imaginé dans la 3e partie, à savoir une truie portant des embryons humains, ne relevait déjà plus tout à fait de la science-fiction. Car oui, aujourd'hui, des expériences scientifiques très sérieuses ont commencé à être menées en ce sens. Aux États-Unis, en 2017, des scientifiques ont implanté un embryon de cochon possédant certains gènes humains dans une truie pour mieux pouvoir ensuite en récupérer les organes. Pour le moment, ces expériences n'ont pas été menées jusqu'à leur terme. Les embryons sont retirés du corps de leur mère après 4 semaines. Mais si un jour l'expérience était menée jusqu'au bout, devrons-nous alors considérer ces porcelets comme des cousins humains, puisqu'ils seront constitués de nos gènes ? Devrons-nous nous battre, pour accorder à ces créatures chimériques le droit de vivre, le droit de n'être pas seulement des stocks d'organes créés pour nos bons usages ? Nous, les auteurs et les autrices, je crois que nous n'inventons finalement jamais rien. Je n'invente rien. Et même si je n'ai jamais eu la preuve, et même si je n'en ai jamais eu la preuve, je suis certaine qu'un agriculteur quelque part a déjà rêvé d'être un cow-boy. Je n'ai certes jamais vu de procès en réalité virtuelle, jamais assisté à l'exécution d'un cochon en direct, mais les procès au Moyen-Âge ont existé. Les émissions racoleuses où pleuvent les likes et les commentaires existent, elles aussi. Les faux procès ont toujours existé. Quant à ma truie porteuse de bébés humains, elle existe déjà, même si on ne lui a pas encore donné l'occasion d'aller au bout de sa grossesse. Je n'invente rien. J'écoute juste. Je traduis le bruit du monde en histoire. C'est mon travail. Traduire et écouter. Nous sommes aujourd'hui en avril 2020. Tandis que j'enregistre ce texte, près de la moitié de la population mondiale est confinée chez elle à cause du Covid-19. Qu'arrivera-t-il après ce confinement ? Je ne sais pas. Changerons-nous de paradigme ? Je ne sais pas. Quelles histoires raconterons-nous ensuite ? Je ne sais pas. Mais je sais qu'un choc peut vous ouvrir des portes que vous n'aviez jamais ouvertes. Un jour,
j'ai appris qu'un agriculteur en France se suicidait tous les 2 jours. Et ce choc a été si grand que s'est ensuivi tout ce que je vous ai raconté. Je me suis reconnue une parmi tant et tant d'autres n'étant pas forcément des humains. Je ressens aujourd'hui de la considération et de la gratitude quand je pense à notre histoire génétique commune, cette histoire qui nous a unis, nous, vivants, en une toute première cellule eucaryote, il y a 2 milliards d'années, avant de nous séparer en d'innombrables branches dans le buisson du vivant. Nous sommes sur cette planète des milliards de vitalités singulières, des vitalités dont les liens et l'origine même sont indétricotables. Aussi est-il de notre devoir de protéger et d'aimer cette pluralité, d'avoir l'humilité de se reconnaître comme un vivant parmi les autres, ni plus exceptionnel ni moins intéressant. Une histoire parmi tant d'autres, dont la valeur n'est pas quantifiable, likable, résumable, pliable, réductible, servile. La vie d'un agriculteur, bien traité, ça compte. La vie d'un animal non humain, ça compte. La vie d'une créature de Frankenstein, si on l'a créée, elle compte aussi. Sans nos interconnexions profondes, rien de tout ce qui nous entoure ne pourrait exister. Je vous remercie encore pour ce prix, Bernard-Marie Coltès, qui m'honore et me touche. Et je vous souhaite à toutes et tous bien de la joie, en ces temps certes troublés, mais pas foutus, pas encore complètement foutus, j'espère.